Bienvenue sur le réseau E-Média, bienvenue sur e-Radio et ITV. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous, l'air du temps. Nous avons aujourd'hui comme invité Idrissa Ba. Idrissa Ba est historien, professeur d'histoire assimilée, histoire médiévale à l'UCAD. Nous sommes aussi avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui est ingénieur agroéconomiste et industriel, en même temps président du cadre unitaire pour l'islam. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, cette semaine est riche en informations et riche aussi en rebondissements. La Cour des comptes vient de donner ce samedi ses rapports au président Macky Sall, les rapports de 2015, 2016, 2017. Il reste les rapports de 2018 et 2019. 3 ans que la Cour des comptes n'a pas déposé de rapport auprès du président de la République, alors que la loi oblige la Cour des comptes de déposer chaque année un rapport. Le président de la Cour des comptes a tenu une conférence de presse en parlant de difficultés techniques. Cheikh Tidiane Sy, vous êtes industriel, vous gérez justement l'économie. Est-ce que ce dysfonctionnement dans le dépôt du rapport de la Cour des comptes peut être préjudiciable au contrôle qu'on doit faire des sociétés? Merci Alassane, je vous remercie de l'invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver le plateau de E-Média. Et j'en profite aussi pour saluer vos téléspectateurs et auditeurs. Pour revenir à votre question, il est évident que lorsqu'une personne est, en tout cas, a une mission publique ou parapublique, elle a une obligation de rendre compte sur la gestion qu'elle a eu à effectuer pendant sa période d'exercice. Cette obligation de rendre compte est dévolue, en tout cas, à la Cour des comptes, qui a la possibilité de contrôler, mais aussi de sanctionner. Tout ce que nous regrettons, c'est d'abord qu'on soit resté aussi longtemps sans avoir de rapport de la Cour des comptes, ce qui constitue un manquement, puisque l'obligation, comme vous l'avez dit, est légale, donc, ou réglementaire, de déposer les rapports annuellement. Mais quoi qu'il en soit, ces rapports ont été déposés. Nous n'avons peut-être pas eu le temps de les regarder en profondeur. On les verra peut-être au fil des jours pour voir qu'est-ce que ces rapports regorgent. Mais quoi qu'il en soit, les personnes, s'il y a eu des fautes, ces personnes devraient en répondre, bien entendu, et aussi permettre à l'État, parce qu'un rapport d'audit sert d'abord c'est un outil de gestion. C'est un outil de gestion, cela permet aux personnes qui sont en charge, en tout cas la gestion, soit d'une entreprise ou d'une institution publique, de pouvoir se réajuster, de se faire amende honorable, mais aussi ça permet à l'administration de revoir la réglementation, de revoir les procédures, de revoir la législation pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore de quoi, en tout cas, regorge ce rapport d'audit. Nous allons les éplucher en tant que citoyens, mais aussi en tant que personnes intervenant en tout cas ayant des relations avec l'administration publique. Nous sommes en relation avec les institutions fiscales, nous sommes en relation avec les institutions de mutualistes sociales, nous avons en relation et l'action publique intervient de manière directe dans nos activités respectives en tant qu'entrepreneurs. Donc il est évident que ce sont nos impôts qui sont utilisés aussi par les pouvoirs publics pour gérer la cité. Il est évident que nous sommes donc interpellés au premier chef par ces rapports-là. Est-ce que nos impôts ont été bien utilisés et quels en sont les manquements et comment les corriger et comment aussi les fautifs doivent être traduits devant les tribunaux pour qu'on ait le président de la République l'a dit, ces 2 mandats, en tout cas son ère est l'ère de la bonne gouvernance, l'ère de la gestion humble et transparente. Donc il est évident que lorsque ces rapports sortent, et on a d'autres institutions qui sont là pour pouvoir mettre en tout cas comment dirais-je, juger du travail de ces personnes qui sont dans son gouvernement, parce que si on regarde 2015, 2016, 2017, c'est la gestion
des personnes que le président lui-même a donné en tout cas une mission publique. Donc les institutions comme OMLOFNAC, les institutions comme la Cour des comptes sont là pour qu'on sache est-ce que les instructions du président de la République ou bien la ligne de conduite qu'elle s'est donnée a été bien respectée par ses OI. Ces rapports nous le diront, on aura le temps d'en discuter. Idrissa Ba, l'opinion s'est toujours émue des rapports de la Cour des comptes, des institutions de façon générale. On a l'impression que ces rapports qui sont sortis, les 3 rapports déposés, sont dans la même ligne de tous les régimes où les gens ont été audités parce qu'ils géraient les deniers publics. On trouve les mêmes scandales. Merci Alassane de m'avoir invité à participer à cette émission. Bonjour avant tout, bonjour M. Cheikh Tidiane Sy. Bonjour aussi à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs du groupe E-Média. Alors, je me demande si, à vrai dire, l'opinion s'est émue du contenu par rapport au contenu du rapport auquel vous faites allusion et par rapport aussi au contenu de tous les rapports qui l'ont précédé. Puisque dans ce pays, nous assistons depuis longtemps à un amoncellement des rapports qui se succèdent et qui se ressemblent. De telle sorte qu'on en est arrivé à une sorte de passivité de la part du peuple, de la part de l'opinion publique par rapport à tout cela. Et en cela, je crois que l'historien que je suis peut trouver 2 explications. 2 ou 3 puisées dans la longue durée. Alors, on remarque qu'au Sénégal, effectivement, il y a une recrudescence, une sorte de répétition, de rémanence dans ces pratiques qui remontent à la période précoloniale, en passant par la période coloniale, et il y a comme une accélération de l'histoire depuis que nous avons accédé aux indépendances à la fin des années 50 et au début des années 60. Comment l'expliquer? Peut-être parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes issus de ce que nous appelons, que nous le voulions ou pas, nous sommes issus d'une société essentiellement tiède, marquée par des logiques d'accaparement du pouvoir, d'accaparement des avoirs, une société tiède marquée par la pratique à grande envergure, aussi bien sur l'étendue de notre territoire sénégambien qu'au-delà, la pratique de rapt, de rapine, notamment pour capturer des esclaves, pour les vendre au plus offrant. Et tout cela va de pair avec la redistribution à tous les niveaux de la société de ces avoirs qui ont été obtenus d'une manière très malhonnête. C'est plus ou moins ces pratiques qu'on retrouve aujourd'hui avec une logique de redistribution de l'argent public en mettant en avant des considérations politiques ou quelquefois ethniques ou quelquefois religieuses, à telle enseigne que les Sénégalais ont fini par s'habituer par rapport à cet ordre plus ou moins établi et à se dire que la meilleure posture à avoir par rapport à cet ordre établi, par rapport à ces gens-là qui détiennent le pouvoir, c'est de mettre en place des stratégies d'adaptation par rapport à eux et d'en tirer le maximum de subsides possible. Pendant la dernière campagne électorale, on a vu un peu partout dans ce pays des hommes politiques, peu importe qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans l'opposition, distribuer des sommes impressionnantes qu'ils n'ont pas pu gagner à la sueur de leur front. Cela nous a moins marqué que toutes ces foules qui ne sont pas forcément dans le besoin, qui n'ont pas arrêté de leur courir derrière pour amasser le maximum de subsides à partir de ces sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, obtenues d'une manière qui laisse à désirer. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, comme l'a analysé Idrissa Ba, cette logique d'accaparement, cette logique de prendre les biens du peuple, entre guillemets, d'en faire ce qu'il veut,
C'est un trait de culture, c'est un trait d'histoire qui fait que le peuple en général, les Sénégalais en général, sont tolérants, entre guillemets, avec ceux qui prennent le denier. Parce qu'on voit souvent si la justice essaie de sévir, les Sénégalais essaient de protéger ceux-là censés d'avoir pris leur bien. Oui, il faut reconnaître qu'au Sénégal, la société est assez schizophrène, si je peux dire, par rapport à son attitude vis-à-vis disons, des personnes à qui on pourrait accuser, en tout cas, de malversation ou d'actes de malgouvernance. C'est ancré un peu dans nos sociétés, hein, quand quelqu'un est très magnanime à sortir de l'argent, quelle que soit l'origine des fonds, en tout cas, il bénéficie toujours d'un avis favorable, si je peux dire, de la société. Cela je peux le considérer comme une tare de notre société, qui fait que je peux dire que ce n'est pas historique. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que nous avons acquis avec les contraintes financières, la conjoncture économique qui a rendu le pays difficile et qui a fait que nous avons perdu un peu des valeurs historiques que nos ancêtres nous ont inculquées. Surtout dans une histoire, le professeur Ba a parlé un peu d'une histoire beaucoup plus ancienne en parlant de Tchedo. Moi, je partirais peut-être d'une histoire plus récente avec l'introduction de l'islam, qui a un peu assaini les mœurs dans nos pays suite à la présence de la royauté qui était un peu plus basée sur la razzia et l'accaparement des biens. Donc, je pense que si on avait insister sur la transmission des valeurs inculquées par les sociétés islamisées, les sociétés islamiques, peut-être que cette situation aurait été moins exacerbée que nous le constatons aujourd'hui. On a toujours vu des personnes qui ont eu à bénéficier d'un avis favorable de la société juste parce qu'ils sont reconnus pour être très généreux. Mais bon, comme on dit en Wolof, ça veut dire qu'il faut être généreux avec l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. Et l'islam aussi ne reconnaît pas ce type de générosité, puisque si des biens mal acquis ne peuvent pas servir à réhabiliter l'individu au plan moral. Donc je pense que historiquement, il y a quelque chose que nous avons raté. Nous n'avons pas pu transmettre aux générations actuelles, en tout cas, les valeurs islamiques, les valeurs morales, en tout cas de notre société, qui puissent permettre aux personnes qui ont été épinglées dans des actes de malgouvernance à être traduites en justice et que la société les accepte comme telles. Maintenant, il est évident qu'il faudrait aussi relativiser. Nous sommes aussi dans une société où, j'ai l'habitude de le dire, on stigmatise souvent quelqu'un sans avoir même parfois tous les éléments. Je le vois souvent dans il y a la présomption d'innocence toujours, même lorsqu'un procès est ouvert. Avant que le procès ne soit ouvert, les rapports d'audit parfois ne sont pas toujours aussi dogmatiques. Il faudrait que ces rapports dans ces rapports, on voit toujours les réponses des incriminés. Et parfois, c'est plus des actes administratifs, des fautes administratives, que plus des actes délictuels. Et je pense qu'il faut aussi, donner le bénéfice du doute parfois à ces personnes qui sont incriminées. Mais lorsque maintenant l'acte délictuel a été bien établi, là je pense qu'il faut laisser la loi sévir, il faut laisser la réglementation sévir, parce que c'est ça qui nous mettra dans une société où la concurrence est saine, c'est là où qui nous mettra dans une société où les personnes, on peut en venir tout à l'heure, la déstructuration parfois de la société vient même de l'injustice, des personnes qui sentent que telle personne a été incriminée, il n'a pas été jugé, ou bien il n'a pas eu à faire un amende honorable, il n'a pas en tout cas reçu la sanction populaire. Et donc cela ouvre la porte à toutes sortes
disons, de déviance pour les personnes en tout cas à venir. Et c'est de mauvais exemples parfois qu'on donne à nos enfants, et cela peut déstructurer progressivement notre société. Donc je pense que nos lois sont bien faites. Si une personne a été épinglée, je pense qu'on doit la sanctionner, mais il faudrait bien que cette faute soit bien établie avant que la verdict populaire puisse s'abattre sur la personne indiquée. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller piller des caisses de l'État, les deniers publics, comme le dit le rapport, comme toujours est-il qu'il faudrait accorder la présomption d'innocence à ceux-là qu'on a incriminés, jusqu'à voler des meubles? Il y a un rapport qui le dit, mais est-ce que c'est un sentiment d'impunité que dire de toutes les façons, rien ne se passera, je peux faire ce que je veux? Je crois que dans ces pays-là, la corruption est à tous les niveaux de la société. Elle est ancrée dans la société, elle est ancrée dans les faits sociétaux. Elle concerne aussi bien les gouvernants sur lesquels nous insistons, peut-être parce qu'ils ont entre leurs mains les devenirs de notre nation. Elle se retrouve au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau des associations, au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques. Elle se trouve à tous les niveaux dans ce pays-là. On la retrouve avec la femme de ménage au niveau de la maison, on la retrouve avec les ouvriers dans les chantiers. Alors, moi j'en reviens encore une fois à la perspective de la longue durée. Alors pourquoi ce sentiment d'impunité? Comme je le disais tout à l'heure, tant que ceux qui détiennent le pouvoir et qui procèdent à des malversations procèdent à une redistribution des biens obtenus de cette manière-là, il y a comme un consentement de la part du peuple. Ce que je veux aussi souligner, c'est que l'islam, contrairement à ce que certains pourraient croire, est présent dans notre pays au moins depuis 12 siècles, depuis le 8e siècle. Sur la longue durée, l'islam a eu du mal à s'imposer dans notre pays. Depuis le 8e siècle, il a fallu passer par différents djihad. Djihad al-Nafs ou djihad al-Saif. Le djihad mené par Ouardjabi ou par Ouardjaï dans la vallée du fleuve Sénégal, au Tekrour, au 12e siècle. Le mouvement Toubenant, au XVIIe siècle, les différentes révolutions maraboutiques, révolution Torodo, révolution du Fouta Djallon, révolution du Oundou avec Malick Sy, le premier du nom, la mise en place de théocraties religieuses au XIXe siècle par des marabouts comme Mamadou Lamine Daramé, Mabou Diakouba, et qui ont toujours eu du mal parce qu'ils ont eu en face des régimes, des hégémonies politiques tièdes, qui étaient muets, dont le moteur était constitué par ces stratégies d'accaparement et de redistribution des richesses. Ce que je veux aussi souligner, donc il a fallu que l'islam se batte et qu'il en arrive même à un moment bien donné, vers la fin du 19e, au début du 20e siècle, à des stratégies d'accommodation par rapport au pouvoir politique, par rapport au pouvoir colonial pour s'imposer, ce qui a été tout à fait sage de sa part. Alors, ce que je veux aussi ajouter, c'est que notre société excelle par sa capacité d'adaptation à toutes les formes de violence subies. Notre société a su s'adapter à la traite transsaharienne. Elle a su s'adapter à l'ouverture atlantique avec la traite des négrières, la traite transatlantique qui a suivi pendant 4 à 5 siècles. De la même manière, aujourd'hui, elle arrive à s'accommoder par rapport à toutes ces logiques de pillage de nos maigres ressources qui sont mises en place, pas seulement par nos hommes politiques, mais par tous les segments de la société. Du plus haut au plus bas. Il y a de la résilience. C'est ancré dans les mœurs. Il y a de la résilience. C'est devenu une partie de nous-mêmes. Pourquoi? Peut-être parce que aussi, en plus de cette perspective de la longue durée, peut-être parce que aussi, pour reprendre nos collègues les sociologues, nous sommes dans des villes, dans des cités, dans des pays au guichet fermé.
c'est-à-dire avec des avenirs, avec des horizons qui sont bouchés, et les gens qui sont gagnés par la paupérisation, elle est galopante dans ce pays. On le voit avec le renchérissement du coût de la vie, avec tous ces prix qui n'arrêtent pas de flamber. Les gens sont obligés de mettre en place des stratégies de survie. Parce qu'il n'y a pas d'espoir. Et de survie, ce qui explique, ce qui motive la tolérance par rapport au pire de la République et au pire des biens publics, à quelque niveau qu'on se situe. Est-ce que c'est pas là la grande difficulté, comme il a expliqué, être dans une société où les gens n'ont pas d'espoir, où chacun essaie de survivre. De ce fait, ils sont obligés de tolérer ceux qui volent pour pouvoir goûter quelque chose. C'est pas ça? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Notre société est très tolérante, comme je l'ai dit, vis-à-vis de ce fameux maslaha sénégalais qui fait que on fait souvent la confusion entre la corruption et la teranga. La teranga au sens, pas hospitalité, mais au sens terranite, quoi. Bon, je me permets de parler un peu en wolof, mais c'est des mots qui sont difficilement traductibles en français. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, quand j'ai été banquier, quand quelqu'un essaie de vous corrompre, vous résistez, il a d'autres moyens subtils de vous corrompre, il va attendre que vous ayez un baptême ou voilà, un gamou, un truc comme ça, pour vous passer, vous remettre un cadeau. Un cadeau que je peux comprendre, qu'ils ont lié, qui est parfois lié. Bien que nos institutions, surtout financières, ont mis en place des pratiques de lutte contre ces formes de pratiques, d'éthique et de déontologie. Mais il est difficile de résister à ces formes de corruption qu'il y a dans nos différents pays, dans notre pays. Et cela est structurellement ancré dans nos sociétés. Comment lutter contre cela? Au risque de se faire harakiri par la société, parce que sinon, si toute la société a une certaine manière de faire, vous risquez d'être taxé de marginal. Donc il va falloir qu'on ait disons une introspection, si je peux dire, sociale, en tout cas que chacun à son niveau puisse avoir cette introspection pour se dire que cette pratique n'est pas bonne pour notre société. Comment maintenant la traduire? Il y a des cadres de rééducation du peuple qui existent. On peut parler d'un cadre comme le Dara, qui est un cadre d'éducation de base. On peut parler comme l'armée, qui est... Moi, j'ai l'habitude de dire que le service militaire obligatoire au Sénégal devrait peut-être permettre de rééduquer notre peuple. Notre peuple a besoin d'être rééduqué. Et sur la base... Vous pensez que ceux qui sont dans l'armée sont meilleurs que le peuple? Oui, je ne vais pas rentrer dans le... C'est une question très, très pertinente, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut recréer des cadres d'éducation de notre peuple, comme l'ont eu je l'ai parlé tantôt d'un cadre comme le Dara, qui a quand même ses vertus et qui peut permettre aux gens d'être dans des dispositions à avoir plus de valeur. Une armée, en tout cas, dont les préceptes sont bien établis, sont bien respectés, devrait nous permettre d'avoir une société quand même qui puisse permettre à ses membres d'adapter des codes de conduite conformes en tout cas à nos valeurs spirituelles, conformes à nos valeurs morales. Est-ce que vous pensez que cela est possible dans un pays où les ressources sont rares, où il y a une sorte de classe, une oligarchie qui s'est accaparée de ressources et laisse la population vivre en apnée en faisant ce qu'ils appellent de temps en temps de trickle down? Oui, c'est un problème pour notre pays, du fait de l'impunité, bien entendu, parce que si nous avons eu une exacerbation des cas de malversation, des cas de malgouvernance, c'est parce que la justice d'abord a fauté, la justice a failli à sa mission. On parle toujours d'indépendance de la justice parce que voilà, le pouvoir exécutif lui tord un peu la main par rapport à certains cas que nous avons eu à constater dans ce pays. Mais on a toujours aussi dit que si la justice ne veut pas elle-même se libérer, c'est une difficulté. Donc aujourd'hui, je pense que le principal problème dans notre pays, c'est que si les cas de
malgouvernance persiste et que cette forme et ça a créé, comme vous l'avez dit, hein, cette distanciation qu'il y a entre deux classes. Une classe, disons, moyenne, qui n'existe même plus, hein, très pauvre, et une petite oligarchie qui s'est accaparée des biens. Je pense que si la justice avait bien fait son travail, on aurait eu moins de gap entre ces deux classes, et ça aurait permis à l'État de pouvoir être dans des bonnes dispositions pour fonctionner sans ces pratiques de corruption. Et dans cette configuration, quelles peuvent être les conséquences d'un pays, d'un peuple tenu en laisse par des gouvernants qui s'accaparent des ressources en faisant vivre les gens d'apnée? Est-ce que le couvercle peut sauter? Oui, je crois que tôt ou tard, oui, l'État, les pouvoirs publics qui ont été formés à la bonne école disposent de moyens pour retarder les révoltes, les soulèvements. Comment À travers une certaine instrumentalisation, hein, à travers, je m'excuse de le dire, à travers les médias, à travers les discours des hommes politiques, à travers les discours, c'est très délicat, hein, des chefs traditionnels, coutumiers, religieux, qui s'investissent beaucoup dans le maintien de la paix et de l'ordre établi. Or, la paix et l'ordre établi n'arrangent en d'autres termes que le camp du pouvoir, que pour parler comme les autres, que l'ancien régime. Alors, tôt ou tard, ça finira par exploser, hein, ne serait-ce que sous forme de manifestations et de révoltes qui ont déjà commencé, on l'a vu avec les jeunes, avec le mouvement Art le New Bok, ainsi de suite. Alors, dans les véritables démocraties, les scandales, comme ceux qui sont révélés par la Cour des comptes et par beaucoup d'autres organes de contrôle des deniers de l'État, face à de tels scandales, de deux choses l'une, soit le procureur s'autosaisit, même si c'est le chef de l'État qui est impliqué, c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême ou le procureur qui s'autosaisit, soit ce sont les citoyens qui, spontanément, sans avoir été manipulés par qui que ce soit, sortent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés, formatés, éduqués dans ce sens-là par l'école. Formés, formatés pour s'acquitter de leurs droits, pour s'acquitter de leurs devoirs et pour se battre pour le respect de leurs droits. Si on n'en est pas arrivé là, c'est peut-être parce que quelque part, l'école a failli chez nous et qu'on en est arrivé, pour parler comme Michel Serres, l'académicien français, à une sorte de tiers instruit. Alors, vous l'avez dit récemment, et peut-être qu'il est venu le moment de nous interroger sur les véritables conséquences de ces politiques éducatives qui nous ont été imposées avec les PAST, par les bailleurs de fonds. Par réaction, on a été obligé de mettre en place ce qu'on appelait à l'époque les ailes de dinde avec les vacataires, avec les volontaires. 20 ans, 30 ans après, on assiste au retour de boomerang. De la même manière, ce que nous avons remarqué, c'est qu'au niveau de l'école, le fait de passer d'un ancien système qui était constitué par des journées entières à la journée continue, nous a fait perdre en termes de quantum horaire un certain nombre d'heures, entre 2 heures et 4 heures. Et si on creuse la question de l'intérieur, on se rend compte que ces économies-là ont été surtout faites sur les disciplines qui participent à la formation de la citoyenneté. L'éducation civique, l'éducation sanitaire, la discipline, la morale, tout ce que l'on apprenait par la radio scolaire, tout cela a disparu. Ici, ajoute qu'on le veuille ou pas, dans ce pays, de plus en plus, nous manquons de modèles au sens véritable, de référence au sens véritable, au sens positif du terme. Comme on en avait jusque dans les années 80-90. Depuis lors, pratiquement, il n'y en a plus, quel que soit le secteur que vous prenez. Vous n'avez pas de modèle au sens moral, au sens éthique du terme. Est-ce que justement, c'est cet affaissement
du point de vue de l'éducation, de la morale et de tous les secteurs qui sont aujourd'hui pratiquement malades dans ce pays. Est-ce que c'est ça qui fait le lit de la violence qu'on observe aujourd'hui dans les couples, dans les familles, dans les écoles, dans les daras, où les gens sont dans une telle paupérisation aujourd'hui qu'ils expriment leur colère par la violence? La violence a toujours existé dans nos sociétés. Elle est même inhérente à toute société. Maintenant, ce sont des conditions, il y a des conditions de résurgence de cette violence qui peuvent être favorables et nous retrouver dans des situations parfois ingérables. Si je prends notre pays, aujourd'hui, nous constatons de plus en plus quand même des formes de violence qui n'existaient pas, ou bien en tout cas qui n'étaient pas aussi connues parce que du fait de la communication peut-être qui a connu des élans plus importants. Mais cela est dû, et si on diagnostique un peu à ces pertes de valeur dont le professeur a parlé tout de suite, c'est vrai, ces pertes de repères de nos enfants, mais aussi, comme on l'a dit, la paupérisation grandissante que nous avons connue, que nous connaissons aujourd'hui dans nos pays. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est la restauration de nos figures emblématiques, historiques, qui ont fait de nos pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et là, quand je parle de figures historiques, c'est des figures aussi bien islamiques que des figures, disons qu'on peut dire académiques ou politiques, qui ont marqué ce pays de par leurs valeurs, de par leur comportement, de par en tout cas les combats qu'ils ont menés dans ce pays et qui pourraient nous servir de relais pour nos enfants. Aujourd'hui, si vous regardez bien, moi j'ai l'habitude de dire que nos pays ont bénéficié bénéficier, c'est un mot trop positif, hein. Je dis, on nous a légué une éducation, une forme d'éducation que nous avons peut-être dévoyée. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes problèmes que les pays européens. La France, par exemple, qui nous a légué une partie de notre système éducatif, aujourd'hui, n'a pas les mêmes pertes de valeur, je pense, que ce que nous retrouvons ici. Ça veut dire que quelque part, nous avons raté quelque chose. C'est quoi? Nous n'avons pas pu adapter le système éducatif hérité de l'époque coloniale à nos réalités historiques, à nos réalités locales. Nous avons des figures qui ont eu des comportements de valeur. Nous avons eu des écrits, des figures qui nous ont légué des écrits sur lesquels nous pouvons nous baser pour pouvoir restaurer, pour pouvoir en tout cas revaloriser notre système de valeurs, je me répète. Aujourd'hui, nous sommes, je vais faire, c'est pas de la publicité, dans le cadre de notre association, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, nous avons fait un diagnostic pour dire que s'il y a eu des pertes de valeurs aussi importantes dans notre société, c'est parce que nous n'avons pas pu capitaliser tout ce que nos figures historiques nous ont légué en termes de bon comportement, en termes de valeurs. Et c'est pourquoi nous avons pensé que l'introduction dans le système éducatif de ces valeurs bien de chez nous, de ces comportements bien de chez nous, pourrait permettre de peut-être renverser la vapeur. Il y a une génération qui est peut-être entre guillemets perdue. C'est notre génération ou des générations un peu qui viennent juste après nous et qui pourraient peut-être bénéficier de sensibilisation du fait du religieux, de sensibilisation du fait en tout cas de certains relais, les leaders sociaux qui peuvent en tout cas cristalliser autour d'un certain nombre de valeurs porteurs de progrès. Mais aujourd'hui, je pense ce qu'il faut, c'est que pour les générations à venir, il faut les préparer, je pense, à cela. Sinon, nous allons totalement rater en tout cas le coche en faisant instaurer définitivement dans notre pays en tout cas des contre-valeurs qui ne pourraient que desservir à notre société. Donc moi je pense que les valeurs comme nous avons, j'ai l'habitude de dire, je reviens toujours au Dara, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la violence par exemple au niveau des Dara, la violence telle que nous le connaissons dans certains Dara n'est pas véritablement les schémas historiques
qu'on voyait dans les daras. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie ce modèle historique et qu'on puisse permettre de l'adapter. L'État est en train de travailler sur des modèles de dara modernes, mais au-delà de cela, moi je pense qu'il y a les dara traditionnels qu'il faudrait revoir leur mode de fonctionnement afin de trouver les moyens de les hisser vers le haut et restaurer ces véritables valeurs que nous avons eues dans le passé. Et je pense que c'est ça qui pourrait être le salut de notre pays. Et ces pertes de valeurs qu'on a constatées, sont-elles les conséquences de la violence qu'on voit dans ce pays, ou bien c'est la paupérisation qui est l'une des causes de la violence? Alors c'est une question très complexe. Par rapport à la recrudescence de la violence, je n'ai pas envie de la nier, mais je préfère être prudent, notamment par rapport à la manière dont les médias, en particulier la presse écrite, nous parlent de cette violence-là. Alors, c'est-à-dire en mettant bout à bout un cas qui s'est déroulé au nord du Sénégal, un autre au centre, un autre au sud. Il faudrait plutôt avoir une approche scientifique et statistique, interroger les statistiques, avoir des séries sur des mois, sur des années, interroger les spécialistes de la question, les hommes de loi, pour voir si effectivement il y a une recrudescence ou pas de la violence. À ce niveau-là, il faut être vraiment prudent, tenir compte aussi du fait que la population sénégalaise a largement augmenté. Aujourd'hui, nous sommes quelques 17 millions, avec une densité de la population très importante à Dakar. Nous sommes pratiquement 4 millions sur 4 à 5 millions, 4 millions et demi je crois, sur quelque chose comme 550 kilomètres carrés. C'est une densité très forte. À ce niveau-là, donc, il faudrait procéder à des vérifications, être prudent. Mais ce qui est sûr, c'est que la violence va de pair avec la misère. Pour la bonne et simple raison qu'on le veuille ou pas, quelque part, il y a une faillite de l'autorité publique dans ce pays pour arriver à diminuer la famine, pour arriver à diminuer un certain nombre de maladies, un certain nombre de pandémies, pour arriver à diminuer le chômage, je crois que j'en ai parlé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les horizons sont bouchés, en particulier pour la jeunesse, entendu que dans notre pays, la population est jeune, à peu près à 64%. 64% de la population sénégalaise, si je ne me trompe, a moins de 21 ans. Maintenant, si on en revient au passé, ce qu'on remarque, c'est que, qu'on le veuille ou pas, nous tournons beaucoup de la société Tchèto, qui a fini par s'accommoder avec les différentes formes d'influence subies de la part de l'Europe, de la part de l'Orient, de la part de l'Arabie, de la part de l'islam, de la part du christianisme, de la part du judaïsme. Nous sommes une société qui est très poreuse, alors qui a accueilli toutes ces influences venues d'ailleurs pour en faire une sorte de melting pot. Alors, mais ce que nous remarquons avec cette société Tchèto-là, qui jusqu'à présent se fait remarquer, qui jusqu'à présent persiste par un certain nombre de resurgences, c'est que la stratégie d'accaparement va de pair, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une stratégie de redistribution, mais aussi et surtout avec différentes formes de réjouissance. Nous sommes une société qui, qu'on le veuille ou pas, qui est très festive, très tournée vers la jouissance, vers la consommation, vers l'organisation des festins, vers la consommation des boissons prohibées. Traditionnellement, on a eu différentes formes de bières fabriquées avec du miel, fabriquées avec du mil, avec du sorgho, avec de l'huile de palme. Jusqu'à présent, on sait qu'un peu partout à Dakar, il y a une recrudescence des débits de boissons. Alors, je crois que c'est véritablement à ce niveau-là qu'il faudrait porter la réflexion et voir comment faire pour dépasser ces formes de réjouissance et de jouissance. Oui, ça nous permet d'aborder le troisième point de notre débat, on parle de produits prohibés. Le Sénégal aujourd'hui semble être une plaque tournante de drogue. Depuis pratiquement 2 ou 3 ans, c'est des saisies importantes. La dernière saisie, sa valeur est estimée à plus de
9 milliards de francs CFA. Donc depuis le début de l'année, il y a plus de 300 milliards de valeur de drogue qu'on a saisi au port de Dakar. Certains se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Sénégal est devenu, semble être une zone de transit sans être ciblé par des narcotrafiquants. C'est une question pertinente et inquiétante, parce que là, moi, quand je vois disons, la nature des saisies qui sont faites dans nos pays, ça nous fait peur d'abord de ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que c'est maintenant peut-être qu'on vient de découvrir ce type disons, de pratique. Ça nous fait dire aussi, penser en tout cas à ce que, est-ce que tout ce qu'on a vu comme immeubles dans notre pays ne provient pas de ces pratiques. Et maintenant, il faut peut-être se projeter aussi à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégal ne soit plus ce type, en tout cas, il faut d'abord féliciter nos agents de douane, en tout cas toutes les institutions qui ont contribué à cette saisie. Mais moi, je pense que cette drogue n'est pas consommée d'abord dans nos pays, parce que du fait du coût, en tout cas important que cela engendre en termes financiers, qui n'est pas à la portée du Sénégalais moyen. Aujourd'hui, nous savons très bien que nos drogués sont souvent des drogués pauvres, qui sont entre les produits prohibés de faible valeur. Mais ce qui veut dire que, en tout cas, ce que nous constatons, c'est que ça doit être peut-être, si je fais un peu de spéculation, hein, que c'est peut-être une zone de transit. Le Sénégal peut être considéré comme une zone de transit. Et forcément, il y a des personnes localement qui sont impliquées dans ce genre de trafic. Je pense que l'État doit prendre en charge ce phénomène qui est un phénomène international, hein, qui est géré par les polices, disons, internationales. Et il va falloir que, de plus en plus, qu'on puisse être sur nos gardes, en tout cas pour que ce genre de pratique puisse être. Mais je pense aussi que c'est les prises qui ont été faites pourrait décourager les personnes incriminées pour que ça puisse, en tout cas, épargner nos pays de ce genre de difficultés. Mais est-ce que la saisie de ça peut être une source d'instabilité pour le pays? Alors, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Sénégal est tout à la fois un pays de production de la drogue, tout le monde le sait, vers le sud, une plaque tournante, un pays de consommation. Et ce qui est alarmant, c'est de voir un certain nombre, des quantités importantes de drogue saisies par les hommes de loi, disparaître comme par enchantement. Il est évident que cela va de pair avec la corruption, le détournement de fonds dont nous parlions tout à l'heure. Très certainement, ces quantités industrielles de drogue qui disparaissent sont réinvesties dans le marché national ou international pour la consommation. Alors, il est aussi évident que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation de la drogue, c'est l'opium, ça permet de se libérer, de sublimer ces problèmes, de telle sorte que la consommation de drogue, qu'on le veuille ou pas, va forcément de pair avec la misère, qui est galopante dans ce pays. Et puisque la personne qui consomme, pour l'essentiel, ce sont les jeunes qui consomment de la drogue, ce sont des proies faciles, ce sont des victimes, elles en deviennent des porteuses délibérées, volontaires ou involontaires, de violence, parce qu'elles ne sont plus conscientes de leurs faits et de leurs actes. Parce que ce qui intrigue beaucoup le Sénégalais, c'est qu'il y a même des gens qui sont au sein de régime qui ont fait des sorties par rapport à ça. La dernière sortie, c'est celle de Moustapha Cissé Lo, en disant que oui, mais posez-vous des questions sur les immeubles qui poussent à Dakar. C'est du blanchiment, c'est de la drogue. Il n'a jamais été entendu ni par la police ni par la gendarmerie pour savoir réellement ce qui se passe. Oui, on en revient à l'impunité dont on a parlé tout à l'heure. Il est évident que si le Sénégal est devenu une plaque tournante, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui sont impliqués dans le trafic de drogue international. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Maintenant, il faudrait que en tout cas, nos hommes de loi puissent prendre en charge ce problème-là. Et on l'a vu, hein,
le professeur l'a dit tout à l'heure, des drogues saisies qui disparaissent du jour au lendemain, cela montre que véritablement ce trafic est peut-être même à un niveau insoupçonné. Et parce que si des personnes se permettent de subtiliser des quantités de drogue bien gardées dans des seaux, ça veut dire que quelque part il y a une complicité à des niveaux insoupçonnés. Et si une personnalité de la trempe de mon ami Moustapha Cissé Lo le dit et que on ne l'a pas entendu, cela veut dire que quelque part nos États aussi sont en train de, et je parlais tout à l'heure de l'indépendance de la justice, c'est un véritable problème dans notre pays. Il faudrait qu'on ait des petits juges, comme on a eu à le voir en France, des petits juges qui parfois osent certaines pratiques, en tout cas certaines je ne parle pas d'affront, mais en tout cas de résistance pour pouvoir faire changer les choses, faire bouger les choses, en tout cas faire pousser les lignes dans leur dernier retranchement. La drogue aujourd'hui, c'est un problème. Il y a un problème de corruption qu'il y a derrière. Il faudrait que nos États puissent les prendre en charge, nos hommes de loi puissent les prendre en charge. Est-ce que ce n'est pas dangereux dans un pays comme le Sénégal, comme on dit, entouré par une ceinture de feu? Aujourd'hui, le Mali, il n'y a plus d'État. Pratiquement, Burkina Faso, les problèmes sont très graves. La Mauritanie vient de vivre une transition. La Gambie est en convalescence. Guinée-Bissau, la Cour suprême jusqu'à présent n'arrive pas à dire qui est président, clairement. Guinée-Conakry, on va en décembre aux élections. Est-ce qu'avec ces saisies de drogue, ce n'est pas un danger pour le Sénégal, dans sa stabilité? Alors nous ne voilons pas la face. Comme vous l'avez dit, le Sénégal, non seulement le Sénégal est entouré par une ceinture de feu, en ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne le terrorisme, mais au cœur du Sénégal, par-ci, par-là, je parle de terrorisme, nous avons des cellules dormantes qui heureusement sont surveillées de très près par les autorités qui nous gouvernent. On a un certain nombre de cas qui ont été ébruités, qui sont régulièrement ébruités par la presse. Vous savez, la drogue, depuis la nuit des temps, la drogue, l'opium, c'est un négoce qui rapporte énormément. Il y a des sociétés, des régimes, des États qui ont choisi de se développer grâce à ce négoce-là. J'espère que notre pays n'en fait pas partie. Oui, à ce niveau-là, je pense que nous avons un véritable problème, mais je pense que c'est notre situation qui nous sauve. De pays, accès à la mer, mais en termes de ceinture de feu, je pense que le Sénégal est utilisé aujourd'hui comme un pays de transaction. Sans être un spécialiste du terrorisme, de l'extrémisme religieux, on parle souvent de la Mauritanie comme pays de repos des terroristes et le Sénégal comme pays de transaction des terroristes. Ça veut dire que si ces deux échangent de l'argent, exactement, si ces deux pays sont jusque-là épargnés par le terrorisme, c'est parce qu'il leur faut des zones de transaction et des zones de repos. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre tout le temps. Et ça, on ne sait pas quand est-ce que cela va changer. Et cela veut dire que nos États doivent redoubler de vigilance pour que, d'abord, les cellules dormantes puissent être maîtrisées ou bien même réduites à leur plus simple expression, et qu'à terme, qu'on trouver une solution globale. Je pense que le problème du terrorisme, ce n'est pas un problème du Sénégal seulement, c'est un problème global qui, depuis l'État islamique, en passant par ce qui se passe en Europe et ce qui, de manière subsidiaire, ce qui se passe chez nous, du fait aussi de l'éclatement de certains pays comme la Libye qui a amené une certaine déstabilisation de notre sous-région. Aujourd'hui, c'est un problème sérieux que les gouvernants eux-mêmes n'ont pas encore trouvé la solution. Bon, il est évident que le G5 n'est pas pour moi la solution, parce que avec des moyens qui ne sont pas opérationnels et des pays qui devraient peut-être en faire partie et qui ne sont pas impliqués dans ce G5, je pense que donc il y a un effort, il y a des pas importants encore à faire pour la lutte contre le terrorisme et qui est un peu à la base de tout cela. Moi, je pense que, sans être dans le secret des dieux, la drogue, on le sait, est la
principale source de revenus, de financement de la guerre, de la guérilla. Donc aujourd'hui, il est évident que ce qui se passe au Sénégal n'est pas étranger à ces formes de terrorisme que nous voyons, à ces ceintures de feu qui nous Mais est-ce que vous avez l'impression que la classe politique sénégalaise, de façon globale, pouvoir opposition, sont conscients de cette situation? Parce que avec les communiqués, les communications des partis politiques, on entend rarement les gens aborder ces questions. Alors, je crois que les enjeux sont tels que là où nous en sommes, le plus important pour la classe politique sénégalaise, que ce soit ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition, ce sont les prochaines élections présidentielles, avec d'une manière souterraine la problématique du troisième mandat du président Macky Sall. Pour la classe politique sénégalaise actuellement, le plus important, c'est ça. Et la sécurité du pays, c'est pas important pour eux? Écoutez, je crois que la pire des drogues à laquelle peut être confronté un pays, c'est la misère et le chômage des jeunes. C'est à cette drogue-là que nous assistons au Sénégal. Voilà, et c'est contre elle que devraient se battre avant tout les pouvoirs publics. Merci infiniment. Le temps que vous avez parti est terminé. Merci à Idrissa Ba, qui est professeur d'histoire assimilée, d'histoire médiévale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui est ingénieur agroéconomiste et ingénieur en même temps, et qui est aussi président du cadre unitaire pour l'islam. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Love.